à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. Elle compte parmi le petit nombre de femmes poètes célébrées à travers le monde entier. Sous couvert d'une vie bien rangée, où mari et enfants remplissaient son quotidien, elle n'a jamais lâché l'écriture pour survivre à cette prison domestique jusqu'à la fin. Pauline Chanu et Annabelle Brouard nous racontent aujourd'hui l'itinéraire de Sylvia Plath. Je voyais ma vie se ramifier devant mes yeux comme le figuier de l'histoire. Au bout de chaque branche, comme une grosse figue violacée, fleurissait un avenir merveilleux. Une figue représentait un mari, un foyer heureux avec des enfants. Une autre figue était une poétesse célèbre, une autre un brillant professeur. Je me voyais assise sur la fourche d'un figuier, mourant de faim simplement parce que je ne parvenais pas à choisir quelle figue j'allais manger. Je les voulais toutes. Seulement en choisir une signifiait perdre toutes les autres. Et assise là, incapable de me décider, les figues commençaient à pourrir, à noircir, et une à une elles éclataient entre mes pieds sur le sol. Je pense que mes poèmes sont tirés de mes propres expériences sensorielles et émotionnelles. Mais je dois dire que je n'approuve pas ces cris du cœur, qui ne sont animés par rien d'autre qu'une aiguille ou un couteau. Je crois qu'il faut être capable de contrôler et de manier les expériences, même les plus terrifiantes, comme la folie, l'épreuve de la torture, ce type d'expérience. Sylvia Plath, la vie comme un mauvais rêve. Dans la vie, souvent, la société, la difficulté de la vie, la grandeur, fait que souvent on rapetisse pour y arriver. C'est comme si on faisait plus petit pour passer par la porte. Sylvia Plath, elle grandissait, et on lui disait mais ça passera pas, elle s'en foutait. Encore plus large, et encore plus large, et encore plus large. Je trouve que pour nous, les autres, c'est des gens uniques. Très jeune, elle dit qu'elle est la fille qui voulait être tout, y compris homme, y compris Dieu. Et elle ajoute un rêve à rendre les hommes fous. Elle veut être tout, et en même temps, elle est parfois saisie par le désir aussi violent d'être rien. C'était je suis la meilleure ou je suis rien. À la limite, c'était très excessif, quoi. Ça lui suffisait pas d'être juste poète. C'était être la poétesse de l'Amérique. Elle veut écrire, fabriquer des mondes, mais aussi engendrer et porter, elle le dit comme ça, des enfants lourds qui sentent bon. Et en même temps, elle sait qu'à travers ce désir d'enfant, qui est très puissant chez elle, aussi puissant que le désir d'écrire, elle tombe sous le coup, cette fois, d'autres modèles qui, eux, sont aliénants. Le modèle de la mère épouse enfermée dans sa cuisine sépulcre, dans l'Amérique des années 50. Elle est consciente de ce modèle et auquel, en même temps, elle se plie. Je connais le fond, dit-elle. Je le connais par le pivot de ma grande racine. C'est ce qui te fait peur. Moi, je n'en ai pas peur. Je suis allée là-bas. Est-ce l'océan que tu entends en moi? Ses griefs? Ses insatisfactions? Ou la voix du néant qui un jour t'a rendue folle? J'explose et mes éclats volent comme des massues. Un vent d'une telle violence ne tergiverse pas, il faut que je hurle. Je suis cette demeure hantée par un cri. La nuit, ça claque des ailes et part, toute griffe dehors. Chercher de quoi aimer. Quand j'ai travaillé à la Terre des Morts à Lointaine, donc en 1996,
Donc j'étais allée à Londres et j'avais trouvé dans une bouquinerie un énorme livre qui était simplement la liste de tous les ouvrages consacrés à Sylvia Plath. Sylvie Doiselet, traductrice et romancière. En anglais, bien sûr, en 1996. Ça m'avait impressionnée. Et maintenant, plus de 20 ans après, c'est des milliers d'ouvrages qui sont consacrés à Sylvia Plath en Angleterre. Et il y a énormément... Bon, elle était aussi dessinatrice. Jeune adolescente, elle faisait des collages, et c'était des collages politiques. On la voit, peut-être elle a 13 ans, elle a des chaussettes, enfin elle se dessine elle-même sur une table en train d'écrire, et il y a une bulle de sa pensée. Il y a plein d'allusions, de symboles de la guerre. Et la guerre, pour elle, c'était à la fois la Deuxième Guerre mondiale et l'imaginaire de l'Holocauste. Et aussi, c'est la guerre froide. Donc, elle est née en 1932 aux États-Unis, près de Boston. Après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à sa mort, le monde était encore dans la guerre froide. Elle perd son père assez jeune. C'est une histoire assez bête, c'est-à-dire comme il a perdu un ami d'un cancer du poumon, il est convaincu que c'est aussi ce qu'il a parce qu'il ne se sent pas très bien et donc il ne va pas consulter de médecin. En fait, il avait du diabète, il a trop attendu et le moment où ça arrive, eh bien, il faut l'amputer d'une jambe. En fait, il va finir par en mourir. Claire Fercac, romancière. Sylvia Plath, d'abord, lui en a beaucoup voulu parce qu'elle n'a pas pu aller le voir. Il y a une ou deux scènes dans des textes qu'elle a écrits où on voit une enfant qui voit son père pour la dernière fois sans savoir que c'est la dernière fois. Et surtout, ça provoque un déménagement. Il vivait au bord de la mer. Ça, pour elle, c'est une sorte de coupure dans sa vie. Le départ vers les terres. My whole childhood was spent on the ocean. I remember the very spectacular hurricanes we used to have. J'ai passé toute mon enfance au bord de l'océan. Je me souviens d'ouragans spectaculaires, quand la cave de ma grand-mère était inondée et qu'il y avait des requins échoués dans le jardin. L'image de la mer m'a toujours accompagnée depuis, même si j'ai vécu à l'intérieur des terres pendant quelques années. Et je pense qu'on revient toujours à quelque chose d'aussi vivant et coloré que cette expérience-là. Je croyais à la magie, ce qui m'a beaucoup influencé par la suite. À 9 ans, j'ai perdu mes illusions. J'ai arrêté de croire aux elfes, au Père Noël et à tous ses bienfaits. Je suis devenue plus réaliste et déprimée. Puis, vers l'âge de 16 ou 17 ans, je suis devenue, disons, plus adaptée. Mais je n'ai certainement pas eu une adolescence heureuse. C'est peut-être pour cela que je me suis tournée vers l'écriture. D'après son journal, elle a vécu une enfance très heureuse jusqu'à la mort de son père. Et Sylvia Plath, à la mort de son père à 8 ans, aurait dit « Je ne parlerai plus jamais à Dieu ». Et après a été dans une sorte de révolte permanente. Vendredi 12 décembre 1958. Je détestais les hommes parce qu'ils ne restaient pas pour m'aimer comme un père. Si je perçais un trou en eux, je démontrais qu'ils n'étaient pas du matériau dont on fait les pères. Je les poussais à me demander en mariage pour leur montrer qu'ils n'avaient aucune chance. Je détestais les hommes parce qu'ils n'avaient pas à souffrir comme une femme. Ils pouvaient mourir ou partir en Espagne, s'amuser pendant que les femmes étaient dans les douleurs de l'accouchement, s'adonner au jeu pendant que la femme compte le beurre sur la tartine. Les hommes immondes et infâmes. C'est rangé n'importe comment, c'est vraiment, c'est pas rangé en fait. Mais je sais retrouver mes livres. Mais Sylvia, là, ses poèmes complets, je les ai laissés là. Mais sinon, ce livre, j'y tiens beaucoup parce que c'est le vrai Ariel tel qu'il était au moment où Sylvia s'est donné la mort. C'était dans un classeur noir et c'était pas du tout l'ordre qu'a repris Ted Hughes ensuite. Parce que Ted était le veuf, mais il est devenu l'éditeur. Valérie Rousseau,
En fait, c'est comme c'est un facsimilé, effectivement. On voit... Traductrice et poétesse. C'est pas exactement les mêmes poèmes, même si les grands poèmes sont dans les 2 éditions, comme Daddy. Mais c'est qu'elle avait commencé par Love et elle avait fini par Spring. Commencer par le mot amour, finir par le mot printemps. Ce qui donne un aspect tout à fait autre à sa poésie. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins la poétesse qui s'est suicidée dans un contexte aussi très dramatique et une espèce de mise en scène de sa mort, la tête dans le four avec les 2 petits qui sont dans la chambre d'à côté, les fenêtres calfeutrées, l'hiver très froid à Londres en début 63. C'est extrêmement angoissant et on se dit c'est très sombre tout ça, très très sombre. Or, elle a cherché autre chose quand même. Elle a changé de titre plusieurs fois, ça se voit là sur le facsimilé. Ça s'est appelé, à un moment, ça s'est appelé Daddy. Et ça s'appelait Daddy quand elle est morte. Je vais vous le lire. Alors même, j'ai dans l'oreille gauche, je l'entends dire Daddy. Daddy. You do not do any more black shoe in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or chew. Daddy, I have had to kill you. Je n'ai jamais pu te parler. Les mots restaient coincés dans ma gorge, coincés dans un piège de fil barbelé. Ish, 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 ish. Je pouvais à peine prononcer. Je prenais tous les Allemands pour toi et je trouvais la langue obscène. I could hardly speak. I thought every German was you. And the language obscene, an engine, chuffing me off like a Jew. C'était une machine haletante, une machine qui m'emportait comme un juif à Dachau, à Auschwitz, à Belsen. Je me suis mise à parler comme une juive. Il se peut bien que je sois juive. Les neiges du Tyrol, la bière d'or pâle de Vienne ne sont ni si pures ni si vraies. Avec mon aïeul tzigane et ma chance un peu louche, avec mes tarots, oui, je suis peut-être un brin juive. Et j'ai toujours eu peur de toi et ta Luftwaffe, ta fureur, ton charabia, toi et ta moustache impeccable, ton œil arien et ton panzer, ton œil bleu qui brille, ton panzer, ô toi. Every woman adores a fascist, the boot in the face, the brute heart of a brute like you. You stand at the blackboard, Daddy, in the picture I have of you, a cleft in your chin instead of your foot. But no less a devil for that, no, not any less the black man who bit my pretty red heart in two. C'est la voix, c'est ça qui m'a bouleversée. Je me souviens, c'était à Montrouge, j'étais au balcon. L'un de mes meilleurs amis, est arrivé et il m'a mis un casque et il m'a branché Daddy. C'était énorme. J'avais changé quelques traductions en l'écoutant. Une façon de dire impeccable, mais presque une distance. Parfois, c'est presque froid. Moi, ça m'avait fichu un coup. I was 10 when they buried you. At 20, I tried to die and get back to you. Si j'ai tué un homme, alors j'en ai tué deux. Deux avec le vampire qui disait être toi et s'abreuvait de mon sang. Ça a duré 1 an, 7 ans, si tu veux le savoir. Maintenant, papa, tu peux te rallonger. Il y a un pieu planté dans ton gros cœur tout noir et les gens du village ne t'ont jamais aimé. Ils te dansent dessus et tapent du pied. Ils ont toujours su que c'était toi. Oui, toi, papa, fumier. C'est terminé. Boire un peu d'eau. Ça me fait encore des... Pourtant c'est en français quoi, mais c'est complètement nouveau. C'est le rythme, la niaque, l'offensive. On entend presque les bottes, la peur, mais aussi la colère, la haine, mais aussi l'amour. Ah, c'est aussi l'amour. Finalement, elle est née avec toute une ascendance familiale germanique. Comme elle avait des comptes à régler avec son père, et qu'elle était très très sensible à l'histoire, ça donne quelque chose d'inédit, complètement nouveau, d'inouï, au sens où on n'a jamais entendu. Elle prenait sur elle ce qu'elle ressentait du monde. Elle se voyait comme juive, donc elle prenait aussi sur elle cette question-là. Sonia Wider-Atherton. Ça fait partie de... violoncelliste. De ces personnes extrêmement perméables
pour lesquelles ce qui frémit autour d'elle, ce qu'elle entend, ce qu'elle sait, ce qu'elle lit, ce qu'elle ressent, vient l'habiter elle. Et que donc, comme elle travaille, comme son matériau c'est elle devient la personne qui aurait pu être dans les camps, qui aurait pu voir le regard d'un nazi la condamner. Ça veut pas dire qu'elle pensait que son père était un nazi, mais ça veut plutôt dire comment elle s'ouvre au monde. Dimanche 26 février 1956. Un tout petit mot après une grosse orgie. Hier soir, je me suis saoulé une cuite absolument superbe. Alors le pire est arrivé. C'est ce grand type sombre avec un air d'Europe centrale, le seul assez immense pour moi, qui avait passé son temps à se pencher sur d'autres femmes et dont j'avais demandé le nom à la seconde où j'étais entré dans la pièce, mais personne ne me l'avait donné. Eh bien, il est venu vers moi, m'a regardé carrément dans les yeux, et c'était Ted Hughes. Ted et Sylvia. Là, j'aime bien cette photo du couple Place Hughes. Je sais plus d'où je tiens ça, mais le New Yorker. Ah, je sais pas, elle était assez grande, bien, quoi, dans des proportions plutôt. Elle était mince, elle était assez sexy. Je pense qu'elle était jolie. Même si lui il est vautré puis elle est assise, elle regarde pas, elle est pas comme ça aux anges ou même si elle a dû l'être, parce que c'est une drôle d'histoire, Ted et Sylvia. Il suffit de repenser à leur rencontre en février 56, la Saint-Botolph Party, le lancement de la petite revue d'étudiants, et puis Sylvia elle y va, et puis c'est tout de suite entre eux, il y a tout de suite du sang. Elle l'a mordu, il a saigné, enfin c'est. Elle connaît déjà ses poèmes par cœur, elle les a lus le matin. Alors évidemment ça le flatte, parce elle est capable de réciter ses vers qui sont sortis le matin même. C'est quand même, vous rencontrez une femme, en plus elle vous plaît, mais il était avec une autre. Donc il a aussi un peu, par rapport à l'autre jeune femme qui l'accompagnait, un petit peu de, quand même, bon. Et Ted a dit, j'étais sûre que vous étiez jolie. Ça craint quand même. Alors elle lui récite ses vers et lui il dit, j'étais sûre que vous étiez jolie. C'est très violent leur truc, mais 3 mois, 4 mois après, ils sont mariés, quoi. Ils se rencontrent en février, en juin, ils se marient. Et ils se marient vraiment juste tous les deux avec la maman de Sylvia, Aurélia. Ils se marient le 16 juin, le jour de Ulysse, de Joyce. 16 juin. C'est pas par hasard, tout est littéraire chez eux, tout est poétique, tout est... So, Daddy, I'm finally through. The black telephone's off at the root. The voices just can't run through. If I've killed one man, I've killed 2. The vampire who said he was you and drank my blood for a year. 7 years, if you want to know. En fait, elle dit, si j'ai tué un homme, j'en ai tué 2. En fait, Daddy, c'est pas seulement papa, c'est Ted aussi. Elle a dit qu'elle a vécu 7 ans, qu'il la vampirisait. Et le vampire, pour le coup, c'est pas le papa, c'est pas le géniteur, c'est le mari. Plath, à propos de Hughes, écrit à un moment « Sommes-nous comme des vampires à nous nourrir ainsi l'un de l'autre ?» Gwenaëlle Aubry, romancière et philosophe. Il y a un rapport de prédation. Elle va laisser Plath exsangue. Parce que derrière cette relation était encore à l'œuvre le vieux schéma inégalitaire de la muse et du Pygmalion. Hughes assigne à Plath des sujets de poèmes, lui donne des exercices, lui donne un temps précis pour s'y consacrer. Et puis à la fin lui dit « Le problème c'est que tout ce que tu écris est beaucoup trop général. » Phrase assassine. Et donc Plath meurt à 30 ans, quand Hughes mourra des décennies plus tard, poète glorieux et couronné. « 14 mai 1953. Je ne peux me contenter du travail colossal que représente le fait de simplement vivre. Oh non, il faut que j'organise la vie en sonnets et sextines.
et procure un réflecteur verbal à l'ampoule de 60 watts que j'ai dans la tête. Si seulement je pouvais penser clairement et brillamment, vivre, aimer et le dire bien dans de belles phrases. Demain est un autre jour vers la mort. Avec du jus d'orange et du café, même un embryon de suicide s'éclaire sensiblement. Comment un être humain peut basculer du plus grand désespoir à la plus grande énergie et qu'en fait ces choses-là se touchent. Ça, c'est elle qui me l'a appris, la première. Je fais allusion à Letters Home, qui est une pièce de théâtre qui a été filmée par Chantal Akerman, qui met en scène la mère de Sylvia Plath et qui était jouée par Delphine Seyrig et Coralie Seyrig. Il se trouve assister à ce travail de recomposition pour le film. J'ai donc beaucoup entendu ces lettres, les lettres de la fille à la mère, les lettres de la mère à la fille. Et j'ai ressenti à travers ça l'énergie, le désir, les déceptions, l'espoir et tout ça poussé à des extrêmes absolus. La lumière crue de ce que je crois aussi être peut-être l'adolescence, parfois quand on est une nature aussi comme Sylvia Plath. En dépit de mes courageuses et intrépides déclarations d'autonomie, je me rends compte maintenant de l'importance que tu as pour moi, toi et Warren, et mes chers papis et mamies. Je suis contente qu'il pleuve si fort. C'est comme ça que je me sens à l'intérieur. Je t'aime tellement. Quelle mère superlative tu as été pour moi. Baiser, baiser, baiser. Baiser, baiser, baiser. Sylvie. Et puis aussi, elle est Sylvie. Sylvie qui veut faire plaisir à maman. C'est une petite fille presque modèle. C'est-à-dire qu'elle a toujours la meilleure note. Elle est déjà très créative. Elle a eu cette éducation bourgeoise où on touche à tout. On essaye le piano, on fait un peu de dessin, du sport, on veut ressembler à Marilyn. Et Sylvie, moi, c'est pas Sylvie qui m'intéresse, c'est Sylvia. Mais je n'aime pas Sylvie pour elle-même. J'aime que Sylvie soit restée chez Sylvia. Ce qui serait intéressant, c'est-à-dire de comparer, par exemple, une page de journal datée du même jour qu'une lettre et la voir, ce qui se passe dans la même journée quand même. C'est-à-dire, il y a Sylvie qui est « Oh maman, j'ai tout bien fait aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait là, et puis vraiment j'étais la meilleure encore une fois. » Et puis dans son journal, les doutes, les angoisses, la menace d'être paralysée, d'être empêchée de créer. Et tout ça, ça peut être contenu dans la même journée. Il y a la question des modèles. Dans son cas, elle a Virginia Woolf et Emily Dickinson. Dickinson ayant déjà été pour sa mère, qui a échoué dans sa vocation d'écrivaine et d'universitaire, sa mère voit un culte déjà à Dickinson. C'est un peu compliqué, un modèle qui est déjà barré par l'admiration maternelle. Et puis, dans le cas de Woolf et de Dickinson, leur vie, d'une certaine façon, surtout pour Dickinson, bien sûr, est tout entière passée. Dans l'écriture, ce sont des vierges folles, d'une certaine façon. Plath parle avec admiration de Virginia Woolf, elle parle de sa luminosité névrotique, mais elle ajoute qui est celle d'une femme qui n'a jamais perdu de sang. Elle dit aussi, pour dire je t'aime, il me faut mon langage propre. Il s'agit d'inventer une langue nouvelle et à travers cette langue, casser le lien avec la langue héritée, avec la langue maternelle. Donc comment on fait pour s'inventer une langue à l'intérieur de la langue de la mère ? Quand cette mère, en même temps, s'est complètement effacée derrière son rôle d'épouse, tapait à la machine la thèse de son mari, de même que Plath, plus tard, tapera à la machine les poèmes de Ted Hughes. Il y a aussi ce contre-modèle que pour autant elle reproduit. J'ai laissé, cargo de 30 ans, les choses filer, amarrées obstinément à mes noms et adresses. On m'a lavé de mes attaches sentimentales. Nue sur la housse de plastique vert du chariot, j'ai vu avec effroi ma porcelaine, mon linge fin, mes livres, sombrer, puis disparaître, et l'eau m'a submergée. Me voilà nonne maintenant. Je n'ai jamais été si pure. Je n'avais pas besoin de fleurs.
Je voulais seulement rester couché, les paumes offertes. Être complètement vide. C'est vraiment une langue sorcière, elle s'est vraiment inventée une langue sorcière qui résonne pleinement dans ses tout derniers poèmes. Elle écrit « Il faut que ce soit tendu, intense et surtout pas sentimental ». Moi, la première fois que je l'ai lu, ce qui m'a frappé, c'était cette façon de conjuguer des choses qui, normalement, ne sont pas conciliables. Et donc, d'écrire perpétuellement sur une ligne de crête, dans une ambivalence ou au bord d'une falaise. Le fait d'écrire sur la mort, mais contre la mort, d'écrire sur la vie, mais avec la présence de la mort tout le temps. Il y a aussi ce mélange du prosaïque, de la matérialité. C'est un peu la seule qui est capable d'écrire des poèmes en faisant des références au pot-au-feu et aux casseroles de la femme qui est censée être la maîtresse de maison. Et à certains moments, ces textes ont été refusés parce que ils n'entraient dans aucune case. Elle a suivi des études très académiques sur l'écriture de la poésie, avec des schémas à respecter, etc. Très vite, elle va vouloir s'en extraire et il va y avoir aussi en elle une lutte permanente pour ça, c'est-à-dire pour trouver sa propre voie, sans perdre ce qu'elle a appris, tout en réussissant à s'affranchir de cet académisme. Je me suis vivement intéressée à la poésie confessionnelle. Ce nouveau courant créé par Robert Lowell avec les Life Studies. Dans les Life Studies, il parle de son expérience intime et émotionnelle, qui reste en partie taboue. Ce qui m'a passionnée, ce sont ses poèmes sur son expérience en hôpital psychiatrique. À l'hôpital, elle y a travaillé, mais des deux côtés. Du côté des soignants, un peu pour aider les gens et les écouter. Elle interrogeait les patients sur leurs rêves, et après elle en fait un texte. Et du côté des patients, où elle a rencontré d'autres patientes dans son cas, je crois que c'est ça aussi qui fait la grande force de ces textes. Un mauvais rêve. Pour celui qui se trouve sous la cloche de verre, vide et figé comme un bébé mort, le monde lui-même n'est qu'un mauvais rêve. Un mauvais rêve. Je me souvenais de tout. Peut-être que l'oubli, comme une neige fraternelle, allait les recouvrir et les atténuer. Mais il faisait partie de moi. C'était mon paysage. Donc La cloche de détresse, qui a pour autre titre La cloche de verre, son roman, le seul et unique. C'est un roman qui part d'expériences personnelles. Le personnage principal, Esther, qui est une jeune fille qui vient de gagner un concours qui l'amène à faire partie d'un groupe de jeunes filles qui vont pouvoir travailler pour un magazine de mode. Cette jeune fille qui se rêve devenir une grande auteure, elle se retrouve dans ce monde. Le monde lui échappe complètement et petit à petit, la dépression pour elle va s'accroître et elle va être internée. Elle va subir des électrochocs, des cris comme... Enfin, quand elle parle de l'arc électrique, de la foudre qu'elle voit dans les yeux du médecin, enfin, c'est vraiment... des expériences pour elle extrêmement traumatisantes. Alors, à l'époque, c'était plutôt assez courant. D'ailleurs, on considérait aux États-Unis que ça permettait de traiter un peu l'hystérie. Ça arrivait à beaucoup de femmes au foyer qui parfois faisaient des dépressions, mais plutôt parce qu'elles s'ennuyaient que pour d'autres raisons. La première ligne, c'est aujourd'hui l'électrocution des Rosenberg. Donc les Rosenberg, un couple exécuté en pleine guerre froide parce que soupçonné d'espionnage. Et donc ça commence tout de suite par une allusion à la fois à la guerre et à la fois à la peine capitale, à l'électrocution. Elle avait fait une tentative de suicide qui avait failli aboutir 10 ans avant. Et elle dit même qu'elle avait déjà essayé encore enfant 10 ans plus tôt. Mais à partir de là,
comme une tentative de suicide aux États-Unis dans ces années-là, c'est-à-dire en 53, c'était un délit. Elle s'est retrouvée en hôpital psychiatrique, c'est là qu'elle a eu ses électrochocs. Elle a été comme ça, embringuée dans la psychiatrie lourde, obligée d'être toujours suivie, aller de psychiatre en psychiatre, cette espèce de corridor de psychiatrie lourde qui a dû lui faire beaucoup de mal. Le vers, c'est à la fois la solidité de cet enfermement et la fragilité. Ça peut être un refuge qui est un moment chimérique, ça peut être le piège cristallin de la médicalisation. C'est aussi le plafond de verre qui est sur les femmes, qui est le plafond de l'hétérosexualité patriarcale. C'est l'enfermement de soi-même, un enfermement intérieur contre lequel elle lutte énormément. Et à la fois, le verre, ça permet une ouverture vers l'extérieur. Je n'ai que 30 ans, et comme les chats, je dois mourir 9 fois. Ceci est ma mort numéro 3. Quel saccage pour anéantir chaque décennie. Quelle multitude de filaments. La foule qui croque ses cacahuètes se bouscule pour me les voir enlever un à un. C'est le striptease intégral. Messieurs, mesdames, voici mes mains, voilà mes genoux. Si je n'ai que la peau et les os, je n'en suis pas moins véritable, la même femme. La première fois, j'avais 10 ans. C'était un accident. La deuxième fois, j'étais bien résolue à en finir, ne jamais revenir. Je me suis scellée comme un coquillage. Ils ont appelé, ils ont retiré les asticots gluants comme des perles. Mourir est un art, comme tout le reste. Je m'y révèle exceptionnellement douée. Elle est en fait toujours dans une sorte de mouvement de sursaut, de reprise, de relance vitale, d'effondrement et de ressaisie. Ce mouvement-là est pleinement à l'œuvre dans ce qu'elle écrit, aussi bien sa poésie que son roman, que ses journaux. Il y a toujours chez elle, tous ces textes sont traversés par une espèce de double charge, de double polarité. Ça peut vouloir dire à la fois résister à ce qui a de puissance mortifère, à ce qui vous menace, et ça peut vouloir dire aussi vivre une plus grande vie, une vie plus intense, une vie de grande vivante. Herr Dieu, Herr Lucifer, méfiez-vous, méfiez-vous. De la cendre je surgis avec mes cheveux rouges, et je dévore les hommes comme l'air. En fait, elle est jamais au repos, jamais, jamais, jamais. Elle a toujours l'esprit à la fois dans la profusion du passé, du futur. Elle est beaucoup, beaucoup dans le futur aussi. Par exemple, avant d'arriver en Angleterre, donc elle arrive en Angleterre grâce à une bourse, et elle s'était fixée comme objectif d'aller en Angleterre, d'aller à Cambridge, de se marier. Donc elle se fixe des objectifs sans arrêt, elle les atteint, avec beaucoup de douleur en général, mais évidemment ça ne suffit jamais, c'est à peine atteint, il faut aller plus loin. Un galop infatigable, elle ne se repose jamais. Rien n'est simple quand on ne triche pas avec les deux désirs dans ce qu'ils peuvent avoir d'ambivalent, et ça, elle les explore, toutes les contradictions, toutes les ambivalences. Oui, elle a peur de ne plus jamais écrire, si un jour elle a des enfants. Elle a peur d'être entièrement happée par cette folie-là, quoi. Et en même temps, les poèmes qu'elle écrit sur ses enfants, les poèmes qu'elle écrit sur Nicolas endormi, est magnifique. Tout est là, enfin le souffle de l'enfant, ses mains, tout est là et sans la moindre trace de sentimentalité. Elle a peur de l'immobilité, de se retrouver dans l'impossibilité de se mouvoir, de ne plus arriver à écrire, ou peut-être plus profondément, la peur de ne plus être cette personne qui a toujours l'imagination en mouvement. Elle désire des hommes, pas que Ted Hughes, il y a beaucoup d'hommes qui passent dans sa vie. Puis elle a un rapport très gourmand au monde. Elle parle d'ailleurs de son moi bénéfique qui aime les ciels, les collines, les plats savoureux et les couleurs vives.
Et il y a tout ça dans ces livres. Il y a des ciels et des collines, bon ça forcément, des couleurs vives, ça on l'a dit, mais il y a aussi des places amoureux, des vêtements, il y a aussi tout ce rapport à la matière, enfin des plaisirs, comme ça, un peu le sport aussi, enfin la danse, le ski, ce qu'elle appelle son moi bénéfique, c'est une sorte d'appétit. Été 1950. Je suis assise dans un fauteuil au coussin profond. Dehors, les criquets vrombissent et grésillent. Je reste là avec le sourire, réfléchissant comme d'habitude de manière fragmentaire. La femme n'est qu'un moteur de l'extase, une réplique de la terre du bout de ses cheveux bouclés au vernis rouge de ses ongles. Je reviens en spirale vers moi qui suis assise là, à nager, me noyer, être malade de désir. Je ne sais rien faire d'autre que rester à la limite et haïr de toutes mes forces les garçons qui peuvent sans crainte donner libre cours à leurs appétits sexuels et rester intacts, alors que moi, je traîne d'un rendez-vous à l'autre, lourde d'un désir toujours frustré. Tout ça me rend malade. Et c'est vrai qu'il est très frappant de voir à quel point elle change d'une photo à l'autre. Tantôt blonde, tantôt brune, tantôt Veronica Lake, tantôt Virginia Woolf, tantôt mannequin en maillot à pois, tantôt étudiante bas bleu en chaussettes à damier, qui peut être futile et posée comme mannequin pour Varsity avec des escarpins et un maillot à pois. Puis sur la photo suivante, tout à coup, elle est brune, austère et enténébrée. C'est donc cela la mer, cette immensité hors d'usage. Le cataplasme du soleil ne peut rien contre ma brûlure. Dans l'air fusent les couleurs électriques de sorbet, puisées dans la glace par les mains gercées de filles blêmes. Pourquoi est-ce si calme? Que veut-on nous cacher? J'ai mes deux jambes et le sourire pour avancer. La grande partie de son imaginaire est quand même terrible. C'est toujours la souffrance, c'est toujours les morts sans sépulture, les corps amputés. Enfin, par exemple, il y a ce long poème d'elle, Berck-Plage. Donc Berck, c'est pas loin d'ici. C'est un de ses plus longs. Et elle passe avec Ted Hughes. Ils sont en voiture. Ils viennent d'Angleterre pour faire une petite virée, voir des amis en France. Et ils se retrouvent un après-midi seulement sur la plage de Berck. C'est le mois de juin, il fait beau, il y a des enfants, donc il y a le côté plage animée au soleil et tout ça du mois de juin. Mais Berck est aussi une ville où il y a 2 hôpitaux militaires à chaque bout de la plage. Et à l'époque, on sortait les malades et ils étaient sur des sortes de chariots. Et donc elle, en n'y passant que quelques heures, 6 mois ou 1 an après, elle a écrit ce long poème où on voit tous ces cliquetis des chariots, des corps, des prothèses, et c'est un poème les plus sombres et les plus durs d'elle. D'ailleurs, pendant 20 ans, personne ne s'en approchait et ce poème était complètement mis à part, comme si les gens ne voulaient pas s'en approcher. Parce que son langage est tellement vif, elle nous embarque, on ne peut pas rester à distance, c'est impossible. On est complètement dans sa vision, dans son angoisse, il n'y a pas de recul possible pour le lecteur. Cette botte noire n'a aucune pitié pour personne. C'est le corbillard d'un pied mort. Le noble pied mort et amputé de ce prêtre qui sonde maintenant le puits de son livre, le paysage en relief des caractères imprimés. Des bikinis obscènes se cachent dans les dunes, des seins, des fesses, une confiserie dont les cristaux de sucre titillent la lumière, alors qu'une eau verte ouvre un œil, malade de tout ce qu'il a englouti.
Des bras, des jambes, des images, des cris. Derrière les bunkers de béton, 2 amants se décollent de leur étreinte. Dans beaucoup de poèmes, il y a de très beaux jeux poétiques avec les mots anglais, remember, la mémoire, et member, le membre. Donc il y a tout son imaginaire du corps et de l'esprit brisé, blessé, et qu'il faut recoller, reconstituer. Par contre, elle ne parle pas de décomposition, mais la renaître, recomposer, remembrer. C'est comme des litanies, des litanies aussi de quelqu'un qui veut se persuader que ça va marcher. Je pense que si j'avais fait autre chose, j'aurais aimé être médecin. C'est, je suppose, un choix diamétralement opposé au métier d'écrivain. Mes meilleurs amis, quand j'étais jeune, étaient tous des médecins. J'avais l'habitude de me déguiser avec une protection de gaze blanche et d'aller voir des bébés naître et des cadavres découpés. Je trouvais ça fascinant. Mais je n'ai jamais pu me convaincre d'apprendre tous les détails qu'il faut connaître pour être un bon docteur. Je suppose que s'il y a en moi une part de nostalgie, c'est celle-ci. Mais je m'en console en fréquentant les docteurs. C'est une poésie qui est très très incarnée. Elle explore tous les états du corps. Le désir, la passion sexuelle, la maternité, l'accouchement. Il y a un poème magnifique qui s'appelle 3 femmes où elle diffracte ça, l'expérience qu'elle appelle la grande expérience. À travers 3 voix de femmes, elle est à la fois très crue et elle a cette puissance d'invention métaphorique. Ce qu'elle arrive à faire, et donc c'est pour ça qu'après les féministes s'en sont emparées, je pense, c'est quand elle parle de la maternité, elle parle pas seulement du fait que c'est magnifique d'avoir des enfants, elle parle de la souffrance, de la maternité. Tout cela passe de nouveau par quelque chose de très organique, de très violent aussi parfois. Je suis moi de nouveau. Tout est en place. Je suis saignée à blanc comme de la cire, je n'ai pas d'attache. Je suis plate et virginale. Ce qui veut dire que rien n'est arrivé. Rien qui ne puisse être effacé, arraché, raclé ou recommencé. Elle va très 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 loin dans les images, dans les couleurs, dans des choses qui peuvent être bousculantes, dans le côté même trash parfois. Ça ne se faisait pas. Ça ne se fait pas. Encore aujourd'hui, ça ne se fait pas. Et elle ne le fait pas pour choquer. Elle ne le fait pas pour être radicale. Elle l'écrit parce que ce qu'on sent, c'est que son corps traverse ça. Et il n'y a rien à faire. Il y a toujours une partie de la société qui n'aime pas ça, qui ne supporte pas ça. Et qui dit c'est trop comme ci, c'est trop comme ça. Et on l'accepte quand quelque part, je crois qu'il y a une distance entre la personne qui quelque part joue un jeu de radicalité ou joue un jeu de choquer. Là, tout le monde accepte parce que quelque part, c'est un jeu. Mais quand Sylvia Plath parle de ça, les hommes peut-être sentent qu'ils ne comprendront jamais ce que c'est que d'accoucher. Ce qu'elle raconte là, c'est inouï. C'est les luttes qu'on entend aujourd'hui. What did my fingers do before they held him? What did my heart do with its love? I have never seen a thing so clear. His lips are like the lilac flowers, and soft as a moth his breath. I shall not let go. Danse nocturne. There is no warp or guile in him. Sonia Vidar-Atherton, Charlotte Rampling, 2013. May he keep so. On a fait avec Charlotte Rampling tout un travail sur Sylvia Plath, sur sa poésie. On est dans un quasi noir et Charlotte le dit en me regardant comme si son seul point d'accroche à ce moment-là, c'est ce regard. Je relisais Three Women et ce moment-là, qui commence là quand elle dit I am calm, et puis la tempête arrive. Mais ça dit tout ça avec une violence qui n'a d'égal que ce qui peut se passer dans un moment pareil et qui est inexprimable. Et elle l'exprime.
How much room have you got to live in? Oh, not enough. We have a very small flat. Nous avons un tout petit appartement, une chambre, un salon, une cuisine et un bar. Ce qui est plutôt compliqué lorsqu'il s'agit de s'occuper d'un bébé de 9 mois. Nous rêvons d'une maison où je pourrais crier à Ted d'un bout à l'autre sans qu'il puisse m'entendre. Et je ne sais pas à quel point ce rêve est encore loin. Did you find it necessary to keep yourselves separate from each other? I can write with people in the room quite easily. Ted est meilleur que moi. J'ai vraiment besoin d'être seule, sinon je suis trop tentée de discuter. Je suis beaucoup plus facile à distraire. Elle n'a pas vraiment été reconnue. Hein. Les journalistes, les critiques, ils s'intéressaient à Ted. Sylvia, elle était reléguée au fourneau quand même. Elle était reléguée, celle qui sert le café, machin, alors qu'elle écrivait autant plus. On ne peut pas être à la fois une bonne ménagère, une bonne épouse, une bonne mère et être une grande poète. C'est peut-être ça la clé de sa mort. Oui, elle a commencé à avoir une reconnaissance à la toute fin de sa vie. Les poèmes d'Ariel, justement, qu'elle écrivait au mois d'octobre 62, c'est-à-dire quand elle a eu 30 ans, et que Ted était parti. Donc ils étaient séparés, elle était restée dans le vieux presbytère qu'ils avaient acheté dans le Devon. Elle a été invitée à la BBC. Lui, il est connu dès le poème du faucon, The Hawk in the Rain. C'était des poèmes qu'elle avait envoyés parce qu'elle avait tellement foi dans la poésie de son mari qu'elle les avait envoyés partout. Et elle lui a fait gagner des prix, des bourses, etc. Donc elle s'est quand même beaucoup oubliée pour lui. Chère maman, Lizzie, je t'écris de Londres. Sylvia, si heureuse que je peux à peine parler. Sylvie, j'ai un appartement. Cyril, par un véritable coup de veine, la rue et la maison, j'ai toujours voulu vivre. Ta fille adulte. J'ai foncé voir les agents immobiliers. Ta vieille cinglée. Il semble que j'ai une chance. Heureuse. Tu devines quoi? C'est la maison de Yates. Très chère. Avec une plaque bleue au-dessus de la porte où il y a écrit qu'il a vécu là. Que j'aime le plus au monde. Letters Home. Je vis maintenant chez un couple portugais merveilleux. Chantal Akerman, 1984. La fille est une amie de la maîtresse de Ted. Ils voient comment je suis, passionnée par ma vie. Ils sont stupéfaits, comme l'est tout le monde, par mon absence totale de jalousie ou de chagrin. Je pense que quand même elle l'aimait, son Ted Hughes. Il l'a quittée pour une autre femme. Et après, il part, il la quitte, il a une maîtresse, etc. Et là, elle écrit à l'aube, quand les somnifères n'agissent plus, parce qu'elle prenait les somnifères pour dormir, et elle se réveille à 4-5 heures du mat, et là, elle écrit ce qui va devenir Ariel. Mais elle libère l'écriture, alors qu'elle a quand même 2 tout petits bambins à charge. Mais il est possible qu'elle ait été empêchée, de vraiment libérer ses poèmes forts, par la présence d'un poète considéré déjà comme génial. De son vivant, et elle, de son vivant, elle l'aura pas vécu, ça. Elle travaillait énormément, elle avait énormément de brouillons. Elle peut rester des jours sur un vers, sur un mot. Autant quand on le lit, c'est très direct, très vif. Ça s'est accéléré, 61, 62. Tous les poèmes d'Ariel ont été écrits à l'automne 62. Et en 1963, elle a écrit, là je l'ai sous les yeux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 poèmes du 1er janvier au 5 février 63. Extrémité. Voici parfaite la femme. Mort, son corps arbore le sourire de l'accomplissement. L'illusion d'une nécessité grecque flotte parmi les volutes de sa toge. Ses pieds nus semblent dire « Nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est fini ». Chaque enfant mort louvé, serpent blanc, un à chaque petit pichet de lait vide dorénavant. Elle les a repliés dans son corps comme des pétales de rose se ferment quand le jardin se fige et que les odeurs saignent aux gorges douces et profondes de la fleur de nuit. Rien ne saurait toucher ni attrister la lune qui regarde s'embroncher depuis sa cagoule d'os. Elle a l'habitude de ce genre de choses. Et ses ténèbres craquent. Et ces ténèbres durent.
On dit que c'est son dernier poème. À la fois, on comprend qu'il y a une sorte de fin, mais il y a quand même la durée. Là, c'est assez étonnant parce que dans le poème, elle parle du lait des enfants et on sait qu'avant de se suicider, elle avait laissé du lait et des petits gâteaux au pied du lit de ses enfants et ensuite elle avait calfeutré la porte et puis ouvert les fenêtres pour allumer le gaz. Et ça, dans ce poème, elle arrive à mêler cette mort imminente, une grande souffrance, la vie et toujours l'enfance et ce qu'on peut lui accorder, ce qu'on peut encore préserver pour elle. On ne saura jamais, puisqu'elle a mis fin à sa vie, elle a mis fin à ses travaux, mais elle n'a jamais dit j'ai fini. Enfin, sauf si on retrouve son journal. Parce qu'il y a 2 journaux de Sylvia, c'est-à-dire les journaux de la toute fin, qu'on n'a pas, de vie de Sylvia, ce qui correspond à la séparation du couple aussi. Il y en a un qui, Ted a dit, il a disparu. Et l'autre, il a avoué, il a dit je l'ai détruit. Son argument à Ted Hughes, on peut l'entendre. Ils avaient 2 enfants très petits ensemble. C'est lui qui les a élevés. Il a dit il y a des choses, je voulais pas qu'ils tombent dessus, je voulais pas qu'ils lisent ça. C'était trop violent, c'était trop dur, donc j'ai détruit un journal de Sylvia. Mais il y en a un autre qui a disparu. Donc 2 cahiers ont disparu. C'est pour ça que je me dis, puisque Ted est mort en 1998, et il a tout légué à l'université d'Emory, aux États-Unis. Il a, je crois que c'est des tonnes de documents, donc des grosses malles, qui sont là-bas, et avec les consignes, après sa mort, donc, de ne pas ouvrir les malles avant 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. Ce serait tentant. Qu'est-ce qu'il y a dans ces malles, et est-ce que il n'aurait pas caché, et non pas détruit, ce fameux... Et là, on aurait des lumières sur Ariel. Deux ans après sa mort, c'était déjà une icône. C'est-à-dire, c'est en 65 qu'il y a eu une vague de suicides, d'ailleurs, de jeunes filles. C'était Sylvia Plath. On n'avait jamais vu ça en poésie, d'une femme, en plus. C'est dire à quel point on peut, c'est très très rare en poésie, c'est-à-dire toucher énormément de monde, mais même des gens pas du tout littéraires. Ça déborde des cadres universitaires et autres, ça déborde c'est quelque chose, la poésie de Sylvia, on pourrait l'imaginer lue, j'allais dire au Stade de France. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait toucher comme quand on va à un concert. Très vite, ce qu'on voit, c'est que les féministes se sont réclamées d'elle, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui parce que on était dans une autre époque, c'était risqué, c'était novateur. Remettre en cause la place des femmes à l'université, dans cette société américaine très conservatrice, ça n'existait pas vraiment. On a très peu de modèles quand même quand on est une femme qui écrit. Et Plath en est un. On a la chance de la voir elle, et d'essayer de comprendre aussi à travers elle comment on peut se dépêtrer de notre propre désir, et précisément de notre désir d'être tout, et précisément de notre désir à la fois de, comme elle le dit, d'écrire des mondes imprimés, et de porter des enfants lourds qui sentent bon. Ce serait encore trop extrême aujourd'hui. C'est comme quand vous vous approchez d'un volcan, c'est chaud, ça fait peur, et puis ça déborde et ça coule et ça brûle, et en même temps c'est d'une beauté unique. Quelqu'un qui vous amène ça, surtout sur le moment, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'elle était en vie, et ça me trouble, c'est-à-dire qu'il faut attendre qu'elle meure, qu'elle s'en aille, comme si parfois la présence de la personne empêchait les gens d'entendre à quel point on avait besoin de cette œuvre. On attend qu'elle s'en aille, et après on dit, c'est un génie. Bah ouais. Quelles poétesses sont inspirées de Sylvia Plath? Je pense qu'il y en a plein. Je pense que c'est plus fort chez les poètes de 30 ans. Mais ce serait un peu comme, pour moi, ça aurait été Virginia Woolf. C'est les décalages horaires aussi. Je pense qu'un peu comme dans les familles, souvent on s'intéresse plus aux grands-parents qu'aux parents. Là, c'est un peu ça.
Parce qu'elle est morte si jeune, on a l'impression qu'elle appartient à des temps reculés. Elle est notre contemporaine. Elle devrait vivre encore, elle aurait un peu plus de 90 ans et ce serait une vieille dame indigne qui continuerait d'écrire. Juillet 1950. Peut-être ne serais-je jamais heureuse, mais ce soir, je me sens comblée. Il suffit d'une maison vide, d'une chaleur et d'un brouillard de fatigue après une journée passée à planter des fraisiers au soleil, d'un verre de lait frais sucré et d'une petite assiette de myrtilles noyée de crème. Maintenant, je sais comment les gens peuvent vivre sans livres et sans université. Quand à la fin de la journée, on est si fatigué que l'on doit dormir, et le lendemain matin à l'aube, il y a d'autres fraisiers à planter, et la vie continue ainsi près de la terre. Dans de tels moments, il serait ridicule d'en demander plus. Sylvia Plath, La vie comme un mauvais rêve. Un documentaire de Pauline Chanu réalisé par Annabelle Brouard avec Gwenaëlle Aubry, Sylvie Doiselet, Claire Fercac, Valérie Rousseau et Sonia Wider-Atherton. Lecture des textes et des poèmes, Odja Lorca. Prise de son, Marc Garvenès et Tara Bouklifa. Mixage, Philippe Mercher. Remerciements au Centre Simone de Beauvoir pour les extraits de Letters Home.